Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Rodolfo dans un véritable forum d'horreur. Bonsoir, je voudrais me présenter avant de commencer. Je m'appelle Rodolfo Lopez. Je viens de Chihuahua et j'ai 34 ans. Cette histoire est assez récente, et c'est la première fois que je l'expose à un public plus âgé et en dehors de mon groupe de confiance, car chaque fois que l'histoire me serre la gorge, j'ai encore du mal à l'assimiler. Je suis un camionneur de fret. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 5 ans. Mes déplacements se font généralement tout le long de la frontière avec les États-Unis. Je connais déjà ces routes en avant et en arrière. Je fais toujours de longs voyages qui peuvent durer jusqu'à 4 ou 5 jours, en restant dans des cabines pour me reposer. Avant de commencer à raconter mon anecdote, je voudrais préciser que non, je ne prends aucune substance et je ne consomme pas d'alcool, encore moins lors de mes voyages. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis accro à la malbouffe. Cependant, je vais commencer à vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin-là. Je faisais un long voyage. J'étais bien éveillé puisque je venais de sortir d'un narguilé où j'avais bien dormi. Il était environ 2 ou 3 heures du matin. Je roulais dans une région montagneuse avec de nombreux virages. J'allais très lentement et je me concentrais sur le voyage, puisque j'ai une femme et 2 enfants qui m'attendent toujours à la maison. Je me souviens que peu de temps avant d'atteindre un virage serré, quelqu'un m'a soudainement coupé la route. Cependant, ce qui m'a le plus choqué, c'est que la personne qui m'avait contrarié était mon petit frère. Il était décédé des années auparavant des suites d'une maladie. Il avait 18 ans lorsqu'il a perdu la vie. Avant de continuer, si mon contenu vous plaît, laissez votre like, abonnez-vous et dites-moi à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, continuons. J'ai tout de suite su que c'était lui. Il portait l'uniforme de football dans lequel nous l'avions enterré. Et ma seule réaction a été de freiner presque brusquement. J'étais très agité et effrayé. J'ai regardé partout pour voir où mon frère était parti. Mais je ne le voyais plus, il n'était plus nulle part. Mais j'étais toujours là statiquement, sans pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, un camion qui s'approchait derrière moi m'évitait et me dépassait en me criant des gros mots. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me calmer pour pouvoir continuer à conduire car l'impression que j'avais avait été très grande. J'ai retrouvé mon calme et j'ai commencé à avancer lentement, en m'approchant progressivement de ce virage. Mais avant d'arriver, j'ai soudainement vu un camion venant de côté. Au contraire, cela a fortement impacté l'autre camion qui m'avait dépassé de plein fouet. Le camion qui m'a dépassé est tombé dans un ravin peu profond, mais le conducteur a perdu la vie sur le coup. Il s'agissait de 2 choses choquantes dont j'avais été témoin en moins de 5 heures. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'ai immédiatement appelé les urgences et pendant ce temps j'ai allumé les clignotants pour que les autres voitures ralentissent à l'approche de l'endroit qui était un désastre. Mais par miracle, le conducteur du camion qui venait le côté opposé a survécu. Même si oui, il a été très grièvement blessé. Le gars était ivre, et bien sûr il a été arrêté. Après avoir été soigné à l'hôpital, j'ai quitté les lieux mais ma tête n'arrêtait pas de réfléchir. Pensant à tout ce que m'est arrivé pendant ces 5 minutes, en me demandant si mon frère m'avait contrarié parce qu'il savait ce qui allait se passer et qu'il voulait me sauver la vie, j'ai senti, et encore aujourd'hui je sens que c'est pour cela qu'il s'est manifesté. Je voulais me sauver, même si malheureusement une autre personne a subi ce sort et a perdu la vie. Il est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti. J'avais beaucoup de sentiments mitigés. Je me sentais coupable parce que c'était moi qui avais eu un accident avec ce camion. Et j'avais aussi peur, mais en même temps reconnaissant envers mon frère décédé. Parce que je savais quelle intention s'était manifestée à moi. Même si je sentais tout le temps que j'avais modifié mon destin. Je ne sais pas, mais c'était quelque chose de très difficile à traiter. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon expérience. Je le fais avec tout le respect que je dois à la victime de cet accident mortel. Et je ne peux pas arrêter de prier pour lui et sa famille. Continuons-nous. Bonjour, je m'appelle Juan Carlos et je travaille comme transporteur. Je suis originaire de Mexico, mais je voyage dans différentes régions de la République mexicaine pour transporter des matières premières. Je suis dans ce métier depuis des années, car mon père, qu'il repose en paix, a consacré toute sa vie à ce métier. Depuis mon enfance, j'étais fasciné par les camions. J'ai toujours eu envie d'être comme lui. Maintenant, je comprends que ce n'est pas une tâche facile, surtout à une époque où les routes ont été détruites. Cette histoire est de nature paranormale. C'était la première et la seule fois que j'ai vécu quelque chose de cette nature. Et c'était très choquant, que nuit lors d'un de mes voyages à travers la République, je quittais un de ces restaurants qui se trouvent sur les autoroutes. Il était plus de 22 heures du soir quand j'ai quitté les lieux, déjà en route pour faire la livraison. Il me restait environ 9 heures sur le route. Je parlais à un ami via le haut-parleur de mon téléphone. Il venait d'avoir des problèmes avec sa femme et me racontait toute la situation. Et ce n'est pas grave,
mais cela m'a aidé à me divertir et à ne pas m'endormir. C'est pour ça que j'ai toujours aimé parler à quelqu'un ou écouter de la musique. Je traversais une route célèbre pour la criminalité dans cet endroit. J'étais un peu nerveux car il y a à peine un mois, un de mes collègues avait été agressé sur ce même, mais parler à mon ami m'a beaucoup calmé. Mais du coup il y a eu quelque chose qui a attiré mon attention. Attends-moi, je vois des gens dans les montagnes. J'ai dit à mon ami qui était au téléphone, genre, des gens, tu as mis le doigt sur quelque chose, n'est-ce pas, répondit-il en riant. En guise de moquerie, j'ai arrêté de lui répondre pendant quelques secondes parce que j'ai ralenti pour bien voir. Et en effet, il y avait beaucoup de gens, hommes et femmes, debout au milieu de la brousse, sur le côté droit de la route que Juan a dépassée. J'ai demandé à plusieurs reprises à mon ami. Il avait l'air inquiet. J'ai répondu oui. Je n'allais pas le croire, mais il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient et bougeaient en me voyant. Il m'a alerté de sortir de là, que ça pourrait être un piège pour m'agresser. Alors je l'ai écouté et je suis parti. Ce que je venais de voir était quelque chose de déroutant et de dérangeant. Ni mon ami ni moi ne savions ce qui se passait. Il s'en est ensuite moqué en me disant que je m'impliquais dans les choses et c'est pourquoi j'ai vu des gens dans les montagnes. Mais j'avais vraiment très peur, même si après quelques heures je l'ai oublié. Quelque temps plus tard j'ai respecté la livraison. Il a fallu quelques heures pour décharger le camion. Puis j'ai dormi dans la cabine presque toute la journée car je devais récupérer pour le retour. Et vers 8 heures du soir j'ai repris la route. Retour vers ma ville. Tout le chemin était normal. Calme et sans rien d'extraordinaire, il était. Déjà tôt le matin quand j'allais repasser par cet endroit, je me souvenais exactement de l'endroit où il se trouvait, car j'avais même mémorisé le kilomètre. Cette fois je n'y étais pas parlé à n'importe qui, ce qui rendait ça 2 fois plus effrayant quand je passais par là, et je les revoyais. Ils étaient les mêmes, ils étaient toujours debout dans la même position que la nuit précédente. Ils me voyaient tous passer sans rien faire, sans bouger. Cette fois je ne me suis pas arrêté, je suis passé à la même vitesse que j'allais. Mais si j'arrivais à les voir, il était trop tard pour appeler mon ami et lui dire. Alors j'ai attendu l'aube car je me suis levé à 6 heures pour aller travailler. Le moment venu je l'ai appelé. Et je lui ai dit que j'avais revu ces gens, dans la même position que la veille. Il était très confus tout comme moi. Et il m'a demandé quoi il s'agissait d'un kilomètre et de quelle route. Je lui ai donné le numéro et le nom, et il me l'a dit. Il a dit qu'il m'appellerait dans quelques minutes. Au bout de 5 minutes, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait cherché l'endroit exact sur Internet et que la première chose qui est apparue a été la nouvelle que des tombes de corps avaient été trouvées à cet endroit. Presque toutes. Il s'agissait de cadavres d'émigrants, et tout cela s'était passé il y a quelques mois. Ma peau est devenue toute rouge. J'ai dit des choses grossières à mon ami, lui demandant de ne pas jouer avec, mais il m'a répondu que comme il pensait que j'allais inventer quelque chose, il m'a dit de le vérifier moi-même en rentrant à la maison. Tout était sur Internet, il y avait même des photos. C'était la première chose que j'ai faite en rentrant à la maison, et j'ai vérifié que tout ce que mon ami m'avait dit était vrai. Non. Je voulais voir les photos, mais j'ai lu plusieurs notes qui parlaient de la même chose. Il y avait plus de 50 corps entassés. C'était très triste pour moi de lire cela. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si les gens que j'avais vus étaient eux, ou plutôt leur âme, sans pouvoir partir. Aujourd'hui, il m'est difficile de raconter cette histoire. Beaucoup de gens ne me croient pas, mais malheureusement, c'est quelque chose que j'ai dû vivre, et je ne comprends pas pourquoi ils se sont manifestés précisément à moi, ou peut-être aussi à d'autres personnes qui sont passées par là. Ils pouvaient les voir là-bas, je ne sais pas. Cette histoire est en leur honneur et en leur mémoire, dans le respect de chacune de ces vies qui ont été enlevées. Je m'appelle Patricio Garza, je viens du Chiapas, Mexique et je suis transporteur. J'ai déjà 45 ans et la moitié de ma vie je me suis consacré à la même chose parce que je l'apprécie beaucoup. Au fil du temps j'en ai fait beaucoup amis dans ce métier. Beaucoup de mes collègues sont devenus proches de moi. Je connais leur famille et ils connaissent la mienne. Donc après ce contexte, je vais commencer à partager l'anecdote paranormale que j'ai dû vivre. Une nuit où je travaillais sur le route, j'ai décidé d'arriver à un endroit où ils nous permettent, à nous les camionneurs, de nous garer pour nous reposer. Il y a aussi des toilettes et un petit restaurant. Je rencontre presque toujours beaucoup de mes amis et collègues à cet endroit. Et c'est toujours bon de passer un peu de temps avec eux pendant qu'on mange ou dîne. Bref, je suis arrivé sur place et je me suis garé. Je traversais le parking pour me rendre au restaurant et aux toilettes. Mais tout à coup j'ai vu une femme debout au milieu de 2 camions qui étaient garés. Et quand je l'ai regardée attentivement, j'ai remarqué qu'elle était la femme d'un de mes collègues, qui d'ailleurs ne l'avait pas vue depuis longtemps et je ne savais rien de lui. Alors j'ai été heureux de voir sa femme. Je me suis approché et je l'ai saluée avec un sourire mais elle n'a pas répondu au salut. Elle n'a pas non plus souri. Je lui ai dit que j'étais celui qu'on appelle Canard, l'ami et collègue de son mari, que nous avions rencontré à cette fête, parce que je pensais qu'elle ne se souvenait pas de moi, et c'est pour cela qu'elle n'avait pas répondu à mon salut, mais elle ne me l'a toujours pas dit. Rien, j'ai remarqué qu'elle était très bizarre.
Je lui ai demandé si elle attendait son mari et elle a dit oui en hochant la tête. Alors je lui ai dit que j'allais là où il était, qu'il parlerait pour lui faire savoir qu'elle l'était. J'ai attendu, après je me suis dépêché d'arriver au restaurant, et avant d'aller aux toilettes, la première chose que j'ai faite a été de chercher mon collègue, parmi tous les chauffeurs de camions qui étaient là, jusqu'à ce que je le trouve enfin, il quittait la salle de bain. D'abord, je ne l'ai pas salué du tout, et il m'a salué avec beaucoup de plaisir, car, comme je l'ai déjà dit, nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Il avait arrêté de travailler depuis un moment, mais nous ne l'avons jamais su car, après nous être salués et embrassés, je lui ai dit que sa femme était sortie de son camion qui l'attendait, qu'elle ne m'avait pas reconnu quand je l'avais salué, mais que je lui avais dit que j'allais lui dire qu'elle l'attendait, et sa réaction a été très troublante pour moi, car le sourire effacé de son visage, ses yeux ils ont eu les larmes aux yeux et ont dit « Ce n'est pas possible ». C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il a sorti son téléphone et avec ses mains tremblantes, il a composé un numéro. Pendant ce temps, je suis resté là avec lui parce que je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand ils ont répondu, il a lâché prise, il a dit non à plusieurs reprises avec une voix déchirée. De nombreux compagnons l'ont accompagné pour voir ce qui se passait. Nous l'avons serré dans nos bras et lui avons demandé ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il le fasse. Capable de nous dire, entre pleurs et voix brisées, que sa femme avait un cancer en phase terminale, et qu'il venait de lui dire qu'il était déjà mort. J'étais sous le choc, je ne pouvais même pas le serrer dans mes bras, mes jambes tremblaient. Tout le monde se serrait dans ses bras et j'ai essayé de le réconforter mais personne n'avait vu sa femme à l'extérieur de son camion, l'attendant il y a quelques minutes à peine. Je ne me souviens pas exactement de ce que c'était mais j'ai été choqué, quand tout à coup il s'est levé du sol et a commencé à me demander où je l'avais vu, où j'avais vu sa femme, et j'ai juste fondu en larmes, parce que je ne voulais plus attiser sa douleur. J'avais compris que la femme que j'avais vue c'était elle, peut-être elle avait voulu aller lui dire au revoir. Il n'arrêtait pas de me demander où elle était, et j'ai répondu que c'était à l'extérieur de son camion, mais que peut-être qu'elle m'avait dérouté, que peut-être que ce n'était pas elle, qu'elle ne devrait pas faire attention à moi, mais il est quand même sorti en courant. 2 collègues et moi avons couru après lui. Mais quand il est arrivé à son camion il n'y avait personne, sa femme n'était plus là, je lui ai juste fait un câlin très fort, il a continué à pleurer inconsolablement. Alors un collègue lui a proposé de le ramener chez lui dans son camion. Puisqu'il n'était pas en mesure de conduire, j'avais la caisse de mon camion vide, puisque j'étais déjà revenu de faire la livraison. J'ai donc proposé d'aller faire la livraison qu'il devait faire pour le lendemain. Nous avons déplacé les choses dans mon camion et je suis parti les larmes aux yeux. C'était une très grande impression que j'ai dû vivre. Son grand amour est allé lui dire au revoir. Mais je ne le fais toujours pas, je ne comprends pas pourquoi c'était mon tour de la voir, et pas lui, son mari. Bonjour Glenn, avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous demander de ne pas mentionner mon nom, principalement pour des raisons de sécurité. Vous comprendrez pourquoi lorsque je vous raconterai ce qui m'est arrivé. Je suis camionneur ou transporteur, peu importe comment vous préférez l'appeler. Je me considère comme l'un des rares à qui rien de paranormal ne soit arrivé lors de voyages terrestres, à part les frayeurs provoquées par des groupes criminels, mais rien d'inexplicable, et j'ai même eu du mal à y croire. Cette nuit-là, sur mon trajet habituel, il était après-midi. La nuit où je conduisais sur cette route que je parcours chaque semaine, j'écoutais de la musique et je mangeais une collation. Tout était calme, rien d'extraordinaire, mais soudain, au loin, j'ai remarqué que quelqu'un marchait sur le côté de la route. Nous avons ralenti un peu car nous étions pratiquement entourés de montagnes. Il restait encore environ 2 heures pour arriver à la prochaine ville. Ces routes sont très dangereuses. Elles sont habitées par des gangs du crime organisé. Il n'est pas sûr d'y conduire la nuit, et encore moins marcher. Et encore moins si vous êtes une femme, car en m'approchant je me suis rendu compte que c'était une femme. C'était en fait une jeune femme qui marchait pieds nus et portait une robe déchirée. Ses cheveux étaient détachés et ébouriffés. Je me suis arrêté pour lui proposer de l'aide. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise, ni lui faire peur, mais je ne pouvais pas la laisser seule là-bas. Comme elle l'a dit, c'était une route très dangereuse et si je ne l'aidais pas, ils allaient la soulever. Je me suis tenu à côté d'elle et lui ai demandé si elle allait bien, et elle s'est arrêtée. En marchant, elle s'est retournée pour me regarder avec son regard perdu et j'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur le visage. Elle ne m'a rien répondu. J'ai pensé que peut-être il l'avait kidnappée et venait de la relâcher, ou même qu'elle s'était enfuie. Alors je lui ai dit de monter vite dans le camion parce qu'elle avait peur que quelqu'un la suive pour lui faire du mal. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois et est montée, assise sur le siège passager. La vérité est qu'elle ne savait pas quoi faire, parce que si elle appelait la police, peut-être qu'il finirait par la rendre à ses ravisseurs. Ceux qui vivent au Mexique me comprendront. On ne sait plus qui est bon et qui est méchant. Je voulais juste l'emmener dans sa famille. Alors je lui ai demandé à différentes occasions où elle habitait, quel était son nom et si elle connaissait un numéro de téléphone d'un membre de la famille.
mais dans toutes ces questions elle s'est seulement tournée vers moi, mais elle ne m'a rien répondu. C'était évident qu'elle était sous le choc, ou c'est ce que j'en ai déduit. J'ai décidé de l'emmener au prochain ville pour l'emmener à l'hôpital pour qu'elle soit examinée. Je ne savais pas quoi faire d'autre pour elle, si je ne savais absolument rien de la fille. J'ai même appelé ma femme pour lui dire ce qui m'arrivait. La première chose qu'elle m'a dit c'était de m'assurer que personne ne me suivait, parce qu'elle avait peur que pour l'aider il me fasse aussi quelque chose. Mais je leur ai dit non, que personne ne me suivait parce que si je payais attention à tout moment, ma femme est témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là, et c'est bien qu'elle me l'ait dit. J'ai décidé de l'appeler pour la mettre au courant. Pendant tout le voyage, la jeune femme n'a pas parlé. Elle a marché les bras sur les jambes et a seulement regardé devant elle avec un regard perdu. Elle ne se connaissait pas. Je lui ai offert le peu de nourriture que j'ai amené, mais elle ne voulait pas. Ou plutôt, elle ne m'a rien répondu. Elle était comme traumatisée ou quelque chose comme ça. Mais bon, avant d'arriver en ville, elle a ouvert la porte du camion de nulle part. Je me suis arrêté. Parce qu'elle pouvait tomber et se blesser. Mais au moment où je me suis arrêté, elle est descendue et a couru vers la montagne. Et je ne la trouvais plus. Tout était très étrange. Je ne savais pas quoi faire. J'ai cherché mais c'était comme si elle avait disparu parmi les branches. Déjà je ne la trouvais pas. J'ai appelé ma femme et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Si je devais appeler la police pour l'informer. Mais elle m'a dit non. Parce que ce pourrait être les mêmes, et ils pourraient aussi me blâmer pour ce qui s'est passé. Cela serait arrivé à la fille. Alors je suis parti de là, en priant pour elle, parce que quelqu'un d'autre avec un bon cœur la trouverait et l'aiderait. J'ai terminé ce voyage et environ 3 jours se sont écoulés. J'étais à la maison en train de me reposer. J'étais perdre du temps sur les réseaux sociaux. Quand soudain j'ai vu qu'une page d'actualité avait partagé le bulletin de recherche de cette femme. Toutes les caractéristiques coïncidaient. Il n'y avait aucun doute que c'était elle, là. Publication datait d'il y a 5 jours, juste le jour où je l'avais rencontrée sur la route. Mais là, elle m'a dit que cela faisait plus de 2 semaines que ses proches ne l'avaient pas vue. Sans y penser à 2 fois, j'ai contacté sa mère. Je l'ai appelée au numéro de téléphone qu'elle avait laissé pour sa fille rapport. Elle venait d'un état très éloigné de celui où je l'ai rencontrée. J'habite dans le nord du pays et elle venait du sud. Très nerveuse, je lui ai raconté tout ce que je viens de te dire, et que la dernière fois, quand je l'ai vue, elle avait couru environ 1 kilomètre en direction de la montagne. Mais la dame m'a dit que je l'avais sûrement confondue, que ce ne pouvait pas être sa fille. Car il y a 2 jours, je l'ai appelé pour lui rendre sa dépouille. Et selon les médecins légistes, il lui avait ôté la vie le jour même où il l'avait emmenée. Je ne pouvais pas y croire, car cela ne faisait que 4 jours que je ne l'avais pas vue. Et la fille avait disparu depuis 2 semaines. De même que selon la médecine légale elle était morte, j'ai répondu avec beaucoup de respect à la dame que j'étais sûr que c'était elle. Elle avait un signe très particulier qui était un grain de beauté très visible sur sa jambe gauche. La fille que j'ai élevée l'avait aussi. Mais la dame m'a dit qu'elle a insisté sur le fait que ça ne pouvait pas être elle, que les tests avaient déjà été faits pour l'identifier et qu'ils étaient positifs. Cela correspondait au sang de la femme, c'était ça. Fille, elle m'a raconté en pleurant qu'il l'avait trouvée dans un camion abandonné dans une montagne, où il y avait plus de corps de femmes. Mais elle ne pouvait pas parler parce qu'il l'avait menacée. Elle m'a demandé de ne plus en parler à personne, et elle m'a également remercié de l'avoir appelée. Mais elle a insisté jusqu'au bout sur le fait que ce ne pouvait pas être sa fille, en tant que jeune homme, que j'avais emmené dans ma caravane. Après avoir raccroché, j'ai commencé à pleurer. Ma femme était là et entendait tout sur le haut-parleur. Elle m'a serré dans ses bras sans rien dire et a aussi versé quelques larmes. Je n'arrêtais pas de lui dire que c'était elle, tandis que ma femme affirmait qu'elle me faisait confiance. Ce qui est arrivé à cette fille m'a laissé profondément triste, et maintenant je ne sais plus si c'était son esprit qui se déplaçait à travers cette montagne, sinon tout le temps. Chaque dimanche, ma femme et moi allons à l'église allumer une bougie et prier pour son âme. Même si certains dimanches je ne peux pas y aller à cause de mes déplacements, ma femme le fait pour moi. Je souhaite juste que vous soyez déjà dans un endroit plus adapté, reposant en paix, bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant des histoires qui vous couperont le souffle.